d'accueillir d'éminentes personnalités, plus particulièrement Madame Bintou Malum, qui est votre maman. C'est une éminente personnalité de ce pays-là, qui a participé à plusieurs activités politiques. C'est pour cette raison qu'elle est là chez vous, pour vous présenter son ouvrage dans le cadre du mois du livre, du mois de novembre, et décrété le mois du livre. Donc la connaissance se trouve dans la lecture. Donc tout à l'heure vous aurez à l'écouter, à échanger avec eux. Vous allez avoir également des conseils de votre maman Bintou Malum, que certains d'entre vous ici n'ont pas une idée de la personnalité de Bintou Malum. Elle a fait ses preuves dans ce pays-là. Donc c'est une chance pour vous qu'elle soit avec vous aujourd'hui. Madame l'ambassadeur Bintou Malum va vous parler de son livre, puisqu'il s'agit du mois du livre et de la lecture. Elle va vous parler de son livre, elle va peut-être vous lire un extrait de ce livre et elle vous dira bien des choses autour de ce livre, peut-être comment elle a écrit, comment elle a inspiré, tout ça, ça viendra. Et vous aurez le temps de lui poser également des questions autour de la lecture et du livre. Mais pourquoi le monde du livre et de la lecture? Simplement parce que, suite au constat fait par le ministère, il se trouve qu'au Tchad, beaucoup de gens n'aiment pas lire. Il y a des gens qui ont même fait quelques études, quelques recherches dans les bibliothèques, mais il s'est révélé que les bibliothèques sont toujours vides. Les gens ne fréquentent pas les bibliothèques. Les jeunes de maintenant ne veulent pas lire. Les jeunes de maintenant veulent beaucoup échanger sur Facebook et autres, mais ils ne veulent pas lire. Donc c'est à partir de ce constat que le ministère a bien voulu organiser ce mois du livre et de la lecture. Mais vous devez vous rendre compte que si vous ne lisez pas beaucoup, vous vous appauvrissez intellectuellement. Et si vous vous appauvrissez intellectuellement, vous manquez des mots pour vous exprimer. Donc votre expression également est pauvre. Mais nous avons en même temps voulu organiser cet événement autour de Joseph Brahim Seyid. Parce que Joseph Brahim Seyid, c'est le premier écrivain tchadien. Il est né le 27 novembre 1927 et s'il était en vie, cette année, il devait avoir 90 ans. Donc on a voulu en même temps célébrer les 90 ans de Joseph Brahim Seyid. Et à l'occasion, le ministère a fait rééditer son livre au Tchad sous les étoiles. C'est un livre, c'est un extrait d'un recueil de contes très intéressant. C'est un livre qui a été édité en 1962. C'est le premier écrivain tchadien. Donc à l'occasion, le ministère a bien voulu faire honneur à ce premier écrivain tchadien qui est Joseph Brahim Seyid en rééditant son livre au Tchad sous les étoiles. Ces livres, vous n'allez pas les trouver, donc le ministère est obligé de rééditer. Nous allons laisser 2 exemplaires pour votre bibliothèque avant d'aller. Et vous aurez l'occasion de le lire, vous aurez l'occasion de consulter. Il y a également une exposition sur la vie de Joseph Brahim Seyid au musée. Si vous allez au musée maintenant, vous allez voir même les photos de Joseph Brahim Seyid quand il était ambassadeur avec le général Charles de Gaulle. Vous allez le voir avec toute sa famille, son épouse, ses enfants. Vous allez voir même, c'était un magistrat, il y a même sa toge, la robe que les magistrats portent là. Pour Joseph Brahim, vous allez voir ça. Il y a bien des choses sur la vie de Joseph Brahim Seyid au niveau du musée. Il y a une exposition là. Cette exposition a commencé le 6, mais ça va jusqu'à la fin du mois. Donc, même les après-midi, si vous avez le temps, vous allez au musée, vous allez découvrir qui est Joseph Brahim Seyid. Il a écrit 2 livres. Il y a Au Tchad sous les étoiles en 62 et Un enfant du Tchad en 67. Un enfant du Tchad, ça n'existe pas, c'est difficile de trouver. Mais notre ministre s'est arrangé grâce à un ami qui a reçu ça des États-Unis. On lui a envoyé ça des États-Unis d'Amérique. Et le ministère est en train de voir la possibilité de rééditer également ça pour mettre à la disposition des élèves. Je laisse la parole à Madame l'ambassadeur Bintou Malum qui a écrit. Elle sait l'importance du livre, c'est pourquoi elle a écrit. Elle vous dira davantage. Je m'appelle Bintou Malum. Il y en a certaines qui ont entendu parler de moi, d'autres pas. J'ai écrit ce livre-là. Il est facile à lire. Je l'ai écrit, ce n'est pas pour avoir de l'argent, ce n'est pas
pour moi, mais c'est pour vous. Pour vous, pour que vous sachiez qui est Bintou Malou. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Je vais vous dire. Moi, je suis orpheline de père. Mon père est décédé quand j'avais 2 ans. J'étais restée avec ma mère en brousse, mais en brousse, carrément en brousse. Et mon père avait laissé un testament, un papier, en disant, mon père était interprète. Il a dit, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Alors, il a dit, j'ai une fille qui s'appelle Bintou, elle est avec sa mère. Je voudrais que le commandant qui vient, dès qu'elle saura compter jusqu'à 10, qu'il la prenne avec lui et qu'il l'éduque. C'était en 1952. En 52. Alors le commandant, bon, il n'était pas obligé, hein, c'était un blanc. C'était un blanc. Il a lu quand même le testament et il est parti en brousse, mais j'avais 4 ans. 4 ans. Et donc, il a quitté, il est venu dans ce village-là. Entre-temps, on m'a prise et on m'a mise dans un grenier plein de mille. Et le commandant est venu, il a demandé, et mes parents lui ont dit non, non, ce n'est pas ici, ça doit être dans le village loin. Alors, il a commencé à monter sur son cheval parce qu'il n'y avait pas de véhicule. En 52, il n'y avait pas de véhicule, c'était à cheval. Et il commençait à partir, et puis il entendait pleurer. Il entendait pleurer un enfant. Il pouvait dire, bon, c'est un enfant, on l'a tapé, ou bien il s'est battu avec ses amis, mais il est retourné. Il est retourné, il a suivi le cri de l'enfant jusqu'à la maison où est le grenier. Et il a dit, ouvrez-moi ce grenier. Et ma mère qui était là, elle a commencé à pleurer. Donc ils ont ouvert le grenier, ils m'ont trouvé parce qu'il y avait du mil là-dedans et j'avais chaud, j'étais toute nue, j'avais 4 ans. Et ils m'ont prise de là et il m'a mise devant lui, il m'a amené. Voilà le début de ma vie. Comment c'était? C'est Dieu qui a tracé ma vie à partir de là. Ça pouvait être un enfant qu'on a tapé, un enfant qui est tombé, qui pleurait, mais il a fait demi-tour et il est venu. Et c'est là le début de ma vie et j'ai fini ambassadeur du Tchad. Je voulais faire cette introduction pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Je l'ai nommé Le destin d'une pionnière. Je voudrais que vous m'écoutez toutes, parce que vous allez me poser des questions et je vais vous répondre. Le destin d'une pionnière. Il s'agit d'un récit autobiographique qui raconte ma vie, mon enfance, mes études, ma formation professionnelle, ma carrière, mes combats politiques, mes vœux pour un Tchad immense et prospère et le rôle que j'ai joué pendant que j'étais ministre, ambassadeur, conseillère, tout ça, etc. Beaucoup de personnalités tchadiennes n'ont pas écrit leur histoire, c'est dommage, c'est dommage. Mais chaque fois que j'interviens, je dis aux gens, mais écrivez votre vie, cela va servir à l'avenir, à la génération future. C'est regrettable. Moi, mon souci est de participer à la reconstruction de la mémoire collective tchadienne, sachant que mon vécu peut inspirer les élèves, les étudiants, la jeunesse, les femmes. J'ai écrit ce livre de ma vie pour vous et pour les générations à venir. C'est une manière d'avoir notre propre récit national. J'ai écrit pour donner un exemple à chacune d'entre vous que l'on peut commencer à partir de rien pour finir par marquer l'histoire. Soyez sérieuse dans tout ce que vous faites, les études, le travail. C'est de cette manière que vous réussirez. Ne dites pas, moi je vous parle en tant que grand-mère.
Ne dites pas, oh, les études, hein, je peux m'arranger avec tel professeur, peut-être qu'en faisant du maquillage, en racontant des histoires, il pourra me donner mon diplôme. Non, maintenant ça ne marche pas. Ça ne marche, et même pour vous-même, ce n'est pas bon. Parce que si vous êtes quelque part, vous devez, on vous donne un poste de responsabilité. Mais vous devez l'assumer. Vous devez l'assumer. Le maître ne vous suivra pas partout. Hein. Il vous donnera le diplôme et c'est tout. Et maintenant, on a mis un système qui contrôle. C'est dommage, vous ne lisez pas le journal, mais il y a un journal qui a sorti tous les hautes personnalités qui n'ont pas eu le bac d'une façon sérieuse, qui ont tourné comme ça, et puis ils ont eu le bac. Ils les ont sortis. Aujourd'hui, bon, quel est leur avenir? Leurs enfants vont lire ça et vont dire, mais dis donc, mais il nous oblige à étudier, et lui-même, il n'a pas eu le bac d'une façon sérieuse. Vraiment. Bon, alors c'est pas la peine. J'étais une petite fille orpheline de père. Pour mes études primaires, j'étais envoyée loin de ma mère. C'était très difficile pour moi, compte tenu de mon âge. Je n'avais que 11 ans. À 11 ans, j'ai eu mon certificat d'études, j'ai eu mon concours d'entrée en 6e, et puis le directeur de l'école, qui était un blanc, il dit, tu ne resteras pas dans ce trou. Il faudrait que tu puisses aller ailleurs, parce que tu es très intelligent. Si tu restes là, l'année prochaine, on va te marier. Il m'a mise dans un camion, à côté du chauffeur, et il a dit au chauffeur, partez. Et c'est sur la route de Sarre. En ce temps-là, on ne l'appelait pas Sarre, on l'appelait Fort Archambault. Et en pleurant, je me suis mise à côté du chauffeur et on est parti. On partait où je n'en savais rien du tout. Arrivé à Fort Archambault, il m'a amené chez lui et il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je vais en faire? Cette fille-là, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Et puis, il m'a confié à un autre chauffeur qui partait à Bongor. Je suis allé à Bongor et là, le chauffeur dit, bon, ben, je ne peux l'amener que chez le sultan Tordina. Il y avait un grand chef qui s'appelait Tordina. Il avait 30 femmes. Et toutes les 30, il avait 32 femmes. Les 30 étaient toutes nues. Et 2 qui étaient des peuls, elles étaient habillées. Donc, je logeais chez le sultan, j'allais à l'école, et quand j'allais à l'école, je ne faisais pas attention à mes études, je ne faisais que pleurer. Le directeur de l'école dit, bon, mais cette fille-là, je ne peux pas la garder ici, si elle pleure tout le temps, elle ne va pas suivre. On a trouvé encore un autre chauffeur de camion. On lui a dit, tu l'amènes parce qu'on ne peut pas la garder. Et il m'a amené à Fort-Lamy, un Djemena aujourd'hui, qui était Fort-Lamy dans le camp. Je vous dis tout ça là pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu qui est là-dessus. Dieu a déjà écrit mon avenir, ce n'est pas moi. Parce qu'une petite fille de 11 ans, on la prend, on la met dans un camion, on la met, et au lieu que les responsables de cette région-là disent, bon, il faudrait qu'on la retourne à Antiman, non, non, on me met devant. On me met devant. Il y a la main de Dieu qui est là-dessus. Donc j'arrive à N'Djamena, chez mon oncle Bourmagame, qui était un infirmier chef de la polyclinique. J'étais chez lui, j'allais en 6e au lycée Félix Eboué, parce que Félix Eboué existait déjà. J'étais au lycée Félix Eboué, je retournais, j'allais, je retournais, et puis un jour il est venu me dire, bon, il y a une école qui vient de s'ouvrir au Congo, je t'amène au Congo. Pour moi, le Congo, ça peut être un département du Tchad. Il m'amène mon billet, on me met dans l'avion, on m'amène au Congo. Et là, c'était l'école des institutrices des 4 États. Le Congo, le Gabon, la Centrafrique et le Tchad. J'ai mis 4 ans là-bas. Et pendant ce temps-là, j'ai reçu un télégramme
qui me disait que ma mère, qui n'a pas pu supporter, parce que j'étais la seule, qui n'a pas pu supporter mon absence, prenait un camion pour venir en Djamena. Le camion a fait un accident, elle est morte en fait. Voilà. Alors, quand j'ai reçu le télégramme, je suis allée au terrain de sport et c'est là où j'ai pris ma première grande décision. J'avais 15 ans. J'avais 14 ans. J'ai dit, Bintou, ta mère est décédée. Elle venait pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait personne à Port-Lamy, elle venait te chercher. Elle venait à cause de toi. Et elle est morte. Qu'est-ce que tu dois faire en hommage à elle? J'ai dit, bon, je n'ai rien. Je suis à l'école. Tout ce que je peux faire, c'est de bien faire mes études. Bien faire mes études, ça sera l'hommage que je vais lui rendre. Et puis, à partir de là, je me suis mise à bien étudier parce qu'avant, je faisais comme certains d'entre vous, j'allais danser avec les filles, on allait à Brazzaville parce que Mouniosi était à 150 km de Brazzaville, on allait danser et tout ça, j'ai dit tout ça c'est terminé. Et j'avais 14 ans. J'ai dit c'est terminé Bintou, tu ne t'amuses plus, tu étudies pour cette femme. Et je me suis mise à étudier, j'ai eu mon diplôme, je suis rentrée en Djamena. Et puis il y a quelque chose qui me dit, mais tu ne vas pas arrêter là comme ça en tant qu'institutrice. Et comme j'étais mince, maigre, mes élèves étaient grands. J'ai dit non, tu ne vas pas t'arrêter là. Ce n'est pas possible, il faut chercher une école de haut niveau et tu vas aller. Et c'est comme ça que je suis entrée à l'ENA. En 66, j'étais entrée à l'ENA. Mais ce n'était pas facile du tout. Ce n'était pas facile parce que j'étais la seule femme. Plein de garçons. Quand je viens le matin, je vois écrit sur le tableau, pas de femmes à l'école, les femmes infirmières, les femmes enseignantes, les femmes... Bon, j'ai dit, bon, tout ça là, ce n'est rien du tout. En fin de compte, après, à la fin, j'ai eu mon diplôme, j'étais 6e. J'étais 6e, j'étais la seule femme. Et puis, j'ai commencé à travailler. Il n'y avait pas une autre grande école. J'ai dit, bon, ben, c'est fini. J'ai fait le sacrifice pour ma mère. Je lui ai dit, bon, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Et pour ma vie, je travaillerai là où je serai. Je vais bien travailler pour te faire connaître. Je suis une femme. Il n'y a que les garçons qui sont là. Et ils vont se moquer de moi. Si je n'arrive pas à bien travailler, je fermerai les portes aux autres filles. Donc, il faudrait que je me mette en tête que je prendrai de grandes décisions. Voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà ce que raconte le livre. J'espère que vous le lirez. Pour les élèves, j'espère que vous avez des cartes de livres là, vous pouvez l'avoir à 3000. Je l'ai mis en moitié prix pour les étudiants. Très tôt, je me suis mise au service de mon pays. Je suis animée par un grand patriotisme. Grâce à cela, j'ai pu occuper plusieurs postes que vous pouvez découvrir en me lisant ou sur le dos du livre. Il y a mon curriculum vitae qui est sur le dos du livre, vous allez le lire. Alors il faudrait lire, il faudrait beaucoup lire. Ce que vous lisez, ça reste, même la moitié, le tiers, ça reste dans votre tête. Aux jeunes filles, je vous conseille aussi la maîtrise de la cuisine. La cuisine. Parce que vous dites, oh là là, moi je suis en terminale, aller à la cuisine, notre cuisine, là, parfois c'est en bois. Vraiment, aller préparer tout ça, ce n'est pas bon. Moi j'ai des études à faire, je dois préparer mon bac, moi je ne peux pas aller à la cuisine. Non, 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 non. Vous devez aller à la cuisine. Moi, mon plus grand loisir, c'est quoi? C'est la cuisine. C'est la cuisine. Vous venez, vous coupez vos oignons, vous coupez vos tomates, vous cueillez des
je les sèche, ou bien même qu'ils échouent. Il n'est pas interdit que vous vous adonnez aux réseaux sociaux, à l'internet, aux séries télévisées et aux autres tendances du moment. Ce sont des choses qui sont arrivées à votre époque. Mais il faut les modérer pour vous consacrer sérieusement aux études et à la cuisine. La cuisine. Moi, je crois que le téléphone, qui est un grand bien, si vous voulez, devient un défaut. Et ça, nous, on ne l'avait pas en notre temps, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Alors vous voyez, le téléphone là, il ne faut pas que ça soit votre plus grande préoccupation. Je suis sûr et certain que la moitié d'entre vous, et pour la plupart, ça devient comme une drogue. Comme une drogue. Vous êtes là, le téléphone est à côté, il est dans votre poche, ou bien il est dans le sac à côté, quand vous êtes quelque part, même à l'école. Si le maître ne vous interdit pas d'avoir le téléphone, vous ouvrez tout doucement et puis vous le mettez et vous le mettez. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut être indépendant du téléphone. Indépendant du téléphone. Votre livre, combien de temps cela vous a pris? Ce livre-là, j'ai pas tout ça à faire. Je peux vous dire que ça m'a pris peut-être 10 ans. 10 ans. Parce qu'à chaque étape, j'écris et puis je laisse, je fais autre chose et je réécris. J'espère que je vais inspirer pas mal de monde ici qui voudront écrire. J'ai mis, je crois, peut-être 10 ans. Pourquoi 10 ans? Est-ce que c'est par rapport au phénomène de page blanche? Ou bien c'est par rapport à vos occupations? Ou bien qu'est-ce qui explique cette longue durée pour sortir ce livre? Ce n'est pas la feuille blanche, parce que quand je me mets à écrire, j'ai toujours quelque chose à dire. Parce que chaque fois, je fais mon travail du jour, quand j'ai fini, je me mets à écrire. Voilà, il y a ça. Je l'écris la nuit jusqu'à 3 h du matin et puis je ferme. Je laisse. Parfois 2, 3, 4 jours, 1 mois, 1 an, je n'écris pas. Et puis tout de suite, ça revient et j'écris. Voilà. Titre de votre œuvre, le destin d'une pionnière. Le destin d'une pionnière. Pionnière, ça veut dire quoi? Personne qui fait tout en premier. Qui fait tout en premier. Par exemple, moi, j'ai eu mon certificat d'études, j'étais la seule fille. On était 10 dans la classe, les filles de policiers, les filles d'infirmiers et tout ça là. Elles étaient venues à l'école, mais on avait un maître qui était méchant. Il tapait. Elles sont toutes parties. J'étais restée seule. Seule. J'ai passé mon certificat d'études, mon concours d'entrée en 6e, toute seule, comme fille. Et je n'avais que 11 ans. 11 ans. J'ai passé tout ça. Et puis, bon, à l'ENA, j'étais toute seule. Quand j'ai passé ça c'est Khayal qui me l'a rappelé lors de l'ouverture, j'étais la première femme à avoir passé mon permis de conduire. J'étais toute jeune, mais j'ai dit, il faut que je... C'est-à-dire, il faudrait avoir des idées dans la tête. Nos administrations ouvrent toujours leurs portes avec un retard déplorable. Cependant, les affaires ne se traitent pas à temps et les concernés se traînent vainement dans les écoles, les universités, les lieux de culte et partout ailleurs. Tout commence en retard et se fait lentement. Je me suis donc posé la question de savoir si ce retard ne joue pas sur le développement de notre pays. Un jour, un ami français, ayant été logé à la maison, était prêt pour un rendez-vous avec un de nos ministres. Avant de partir, sa tenue vestimentaire a attiré mon attention, car elle est incorrecte et ne répond pas aux critères professionnels. Il était habillé en bras de chemise, c'est-à-dire chemise manche courte.
Avant de partir, sa tenue vestimentaire a attiré mon attention car elle est incorrecte et ne répond pas aux critères professionnels. Il était habillé en bras de chemise et chaussé de sandales. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question suivante. Mais excuse-moi, c'est avec un ministre que tu as un rendez-vous ou j'ai mal saisi? Si, me répond-il, c'est avec le ministre que j'ai un rendez-vous. Ma tenue t'étonne? Lui-même, il est toujours mal habillé et en retard. Cette conversation amicale m'a profondément blessé. Mais que puis-je faire? C'est la stricte vérité. La plupart de nos responsables s'habillent mal et toujours en retard à nos rendez-vous. Vous voyez, ça ce n'est pas à votre niveau, c'est au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement. Un jour, le chef de l'État avait peut-être entendu que le ministre s'habille mal. Et comme on était à côté de lui, il a fait téléphoner pour dire que le président a besoin de nous tout de suite. Alors, on n'a pas le temps d'aller à la maison, de changer et tout ça là. Donc il dit, bon, le protocole est devant la porte, on part immédiatement. Alors, on a quitté et nous sommes partis. Eh bien, la catastrophe était grande. Le président regarde les ministres, il dit, c'est comme ça que vous venez au travail, en djalabi et en sandales, la chemise, les boutons manquent et tout ça. Moi, je commençais à leur faire des reproches. J'ai dit, écoutez, avant ça, je leur ai dit, mais vous êtes des ministres. Mais même ne fût-ce que pour vos collaborateurs, pour qu'ils soient bien, il faudrait que vous vous habillez bien. Mais comment vous pouvez venir comme ça? Ils disent, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors ce jour-là, ils ont entendu, et depuis ça, là, les ministres sont devenus corrects. Vous voyez, c'est important. Et ce que le français là m'a dit, ça m'a marqué. La personne peut se mettre en djellabie, mais correct, bien propre et tout ça, avec le tablier et tout ça, là, des chaussures bien fermées. Il y a même des sandales qui sont correctes, mais pas les papas. Non, les papas quand même. Nous vous remercions beaucoup. Je m'appelle Nel Mouloria, je viens d'assister à la session de lecture publique de l'ambassadeur Madame Bintou et vraiment je suis satisfaite. Ça m'a vraiment donné le goût. J'ai vraiment le courage de faire comme Madame Bintou. Avant je n'avais pas le courage, mais maintenant je peux lire les livres. Je réponds au nom de Fatima Katakampu en classe de TAT. J'ai assisté à ces conférences des livres, de ces mondes, de ces livres et de Madame Bintou. Et cela m'a beaucoup impressionné et m'a donné le courage de continuer et de lire et d'être une femme comme elle. Et écrire des livres et écrire de ma vie. Cela m'a beaucoup donné l'impression d'être une femme de brave, être ministre comme elle et être comme elle. Ou plus beaucoup même. Moi, je me réponds au nom de Mouna Ali, la façon que la vie là, ça m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup la lecture. Et parfois, j'arrive pas à lire. Aujourd'hui, parce que la